Alors que l'Africa Corps du ministère russe de la Défense avec les FAMA lutte contre le terrorisme au Mali, Emmanuel Macron accuse Bamako d'ingratitude et qualifie les Russes de colonisateurs du XXIe siècle. Les détails avec Daria Vaganova. L'Africa Corps du ministère russe de la Défense, conjointement avec les forces armées maliennes, continue de lutter contre le terrorisme sur le territoire du pays en publiant tous les jours des bulletins d'information. Un camp terroriste dissimulant du matériel et des effectifs a été repéré près de la localité de Dotambougou. Il a été décidé de le bombarder. Les moyens de reconnaissance aérienne ont confirmé la destruction des cibles. Les opérations de reconnaissance et de recherche menées près de la localité d'Agel Hok par une unité de l'Africa Corps des forces armées russes et une unité de l'armée malienne ont permis de détecter un éclaireur terroriste armé qui tentait de s'enfuir. Il a été éliminé sur place. L'Africa Corps et les FAMA ont réussi à prévenir un coup d'État au Mali le 25 avril où les terroristes du JNIM affiliés à Al-Qaïda et ceux du FLA réunis en alliance ont attaqué les troupes gouvernementales et les grandes villes. Peu après, Emmanuel Macron, en tentant tant bien que mal de sauver les relations entre la France et l'Afrique, a effectué une visite sur le continent en commençant par l'Égypte. Puis il s'est concentré sur des pays anglophones, le Kenya et l'Éthiopie. Un énième signe que le président français n'est pas l'invité le plus bienvenu en Afrique francophone. Il n'est pas le bienvenu, mais fidèle à son style paternaliste aux néocolonisateur, Macron n'oublie évidemment pas de dire aux Africains comment ils doivent gérer leur propre crise. Quelle est la position de la France que nous portons, ce qui a d'ailleurs été endossé à Nairobi, que nous avons largement discuté à l'instant. Nous considérons que les problèmes africains doivent avant tout être réglés, coordonnés par l'Afrique. La situation au Mali n'est pas non plus restée négligée par Emmanuel Macron. Lors de son interview, il a accusé ce pays de manque de respect envers la France. Plusieurs dizaines de nos soldats sont tombés et je pense à eux et à leurs familles. On a ensuite été, pardon de le dire comme ça, mais reconnu par de l'ingratitude et beaucoup de fausses informations. Le président français a d'ailleurs l'habitude d'accuser l'Afrique d'ingratitude. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Mais pour faire simple, le président français a du mal à subir la perte géopolitique de la France en Afrique francophone. Il n'accepte pas l'idée d'une Afrique libre de choisir avec qui coopérer. Il est évidemment plus facile pour Emmanuel Macron d'accuser la Russie d'être colonisateur au XXIe siècle, ce qui n'a jamais été le cas en comparaison avec la France d'ailleurs. En Afrique de l'Est, il y en a, faut être lucide, dans une partie de la jeunesse qui est poussée par certains activistes qu'on écoute parfois beaucoup, et quand on relaie aussi les récits qui sont faits par d'autres puissances, qui sont les vrais colonisateurs du XXIe siècle, et qui sont les Russes et d'autres. Emmanuel Macron tente de prendre sa revanche en Afrique. Lors de sa tournée modeste, il a promis d'investir des dizaines de milliards d'euros dans l'économie africaine, soulignant que l'époque coloniale appartenait au passé et qu'il ne s'agissait plus que de commerce et d'intérêts mutuels. Mais ce sont des déclarations pleines de ressentiment et le refus d'accepter la situation réelle prouve le contraire. Alors que la diplomatie française rejette fermement toute accusation d'ingérence au Mali, le gouvernement malien, lui, maintient ses soupçons et dénonce ce qu'il considère comme des tentatives de déstabilisation indirecte. Au cœur de cette nouvelle passe d'armes diplomatiques, des révélations médiatiques sensibles, des accusations croisées et une guerre des narratifs qui s'intensifie entre les deux capitales. Les fossés ne cessent de se creuser entre le Mali et son ancienne puissance coloniale. Ce mercredi 13 mai 2026, la diplomatie française a officiellement rejeté les accusations d'ingérence portées par Bamako. Suite à des révélations médiatiques évoquant une implication indirecte de la France dans les combats au nord du pays, le Quai d'Orsay a qualifié ces affirmations d'allégations sans fondement, renvoyant systématiquement la responsabilité de l'aggravation de la crise sécuritaire à la Russie. Mais pour Bamako, ces révélations médiatiques confirment déjà ce qui était connu.
Georges Malbruno, c'est un Français. Il a dit tout haut ce que tous les Maliens soupçonnent tout bas. Il a confirmé nos soupçons. Moi, j'ai vu la vidéo quand Macron s'est déchaîné sur Georges Malbruno, parce qu'il a eu le malheur de dire que les Ukrainiens, avec les Français, ont soutenu les terroristes et les séparatistes. Mais, quoi de plus normal? Il a levé le voile sur ce que tout le monde savait déjà. Mais naturellement, ça va les mettre mal à l'aise parce qu'ils ont toujours nié. Les tensions se cristallisent autour de la présence supposée d'acteurs dans l'orbite de la France qui soutiendraient les rebelles Touaregs contre les forces maliennes. À Bamako, ici, ce discours français est une tentative désespérée de masquer une complicité indirecte visant à déstabiliser l'État malien après les retraits forcés de la force Barkhane en 2022. On avait besoin d'eux pour nous aider à lutter contre. Mais s'ils n'ont pas été efficaces, mais le Mali ne va pas continuer éternellement à laisser ses enfants mourir. Et c'est dans ces conditions que les autorités de la transition ont coupé le pont et cherché un autre partenaire. Maintenant, moi, je ne sais pas où est le crime que le Mali aille chercher d'autres partenaires pour venir l'aider. Pour le Mali, la page de la coopération avec la France est non seulement tournée, mais verrouillée au profit d'une souveraineté revendiquée haut et fort. Un signal clair envoyé à la communauté internationale. Le Mali n'accepte plus de leçons de la part de ceux qu'il accuse de soutenir, même de loin, ses adversaires. Au Niger, le Premier ministre a reçu le 13 mai le président de Global Atomic pour faire le point sur l'avancement du projet d'uranium de Dassa, exploité par Somida, dont l'entreprise est actionnaire majoritaire. Les autorités nigériennes poursuivent leur stratégie de diversification des partenariats miniers à travers le projet Dassa, exploité par la société minière de Dassa, une coentreprise entre l'État nigérien et le groupe Global Atomic, actionnaire majoritaire. Le projet Dassa s'impose aujourd'hui comme l'une des principales locomotives du secteur minier nigérien, un symbole de la nouvelle stratégie de partenariat économique voulue par les autorités de Niamey. Nous sommes des partenariats avec Niger et on discute les choses pour compléter le mine Dassa. Et puis c'est très bon avoir ce rendez-vous avec le Premier ministre, et le ministre des Mines et tous les autres. On est fiers de le travail qu'on fait ensemble. Niamey affirme vouloir renforcer sa souveraineté dans le secteur de l'uranium, tout en garantissant des retombées concrètes pour les populations locales, notamment dans les domaines de la santé et des infrastructures. On parle des exportations de l'uranium, les routes, le travail sur le site maintenant, le site Dassa. Tout le monde qui travaille là-bas, il y a à peu près 700 personnes qui travaillent. On fait beaucoup dans la région. On a une clinique médicale. L'année passée, on a traité 750 personnes dans la région avec notre clinique. Donc, je crois que tout le monde est très heureux qu'on fait le travail là-bas. Ce rapprochement avec Global Atomic intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Niamey et Paris, marqué par le retrait progressif du groupe français Orano du secteur de l'uranium nigérien. Le projet Dassa apparaît ainsi comme un reflet du repositionnement économique du Niger et de sa volonté de mieux valoriser ses ressources naturelles au profit du développement national. Au Niger, la refondation est en marche. Le gouvernement a dévoilé un nouveau plan de réorganisation administrative du pays. Ainsi, le Niger passera de 8 à 19 régions, de 63 à 82 départements et 15 chefs-lieux seront créés. Selon le directeur général de l'administration du territoire, ce plan de révision de la carte administrative du pays a pris en compte plusieurs critères, notamment
la superficie, les indicateurs démographiques, la sécurité et l'économie dans le but d'assurer la viabilité financière de ces territoires. Toutefois, la décision finale concernant la nouvelle division administrative sera prise ultérieurement par le Conseil national de défense de la patrie et le gouvernement nigérien. Le président angolais João Lourenço a achevé aujourd'hui sa visite d'État en Algérie, une visite marquée par la volonté commune d'Alger et de Luanda de renforcer leurs relations bilatérales et de les porter au rang de partenariat stratégique global. Le point sur cette visite avec Bassem Chibi. Le président angolais vient d'achever sa visite d'État en Algérie, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre Alger et Luanda. João Lourenço avait été accueilli avec les honneurs au début de sa visite d'État, placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales, mais aussi de la volonté affichée par l'Algérie de consolider son influence diplomatique et économique sur la scène africaine. Le président angolais a multiplié les rencontres avec les plus hautes autorités algériennes, à commencer par Abdelmejid Tebboune, au cœur des échanges, la construction d'un partenariat stratégique global entre les deux pays dans un contexte où Alger cherche à s'imposer comme un acteur clé en Afrique, aussi bien sur les questions politiques que dans les domaines énergétiques, économiques et bien sûr sécuritaires. Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'énergie, les hydrocarbures, les mines et les échanges commerciaux. Les deux parties ont également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination africaine face aux enjeux régionaux et internationaux, en particulier au sein de l'Union africaine. Cette visite a été ponctuée par la signature de plusieurs accords de coopération destinés à favoriser les investissements, les échanges d'expertise et le développement de projets communs. Pour Alger, ce rapprochement avec Luanda s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer sa présence sur le continent et consolider son rôle diplomatique auprès des grandes capitales africaines. À l'issue des entretiens, le président algérien Abdelmejid Tebboune a souligné la portée politique de cette visite. Écoutez. Nous avons eu des entretiens riches lors desquels nous avons réaffirmé notre volonté politique de poser les bases d'un partenariat stratégique global. Cette visite témoigne de relations historiques remontant à la lutte commune pour se libérer du colonialisme, une lutte que nous avons partagée avec nos frères africains et qui a contribué à l'élan des peuples du continent pour s'affranchir de l'injustice et de la domination sous toutes ses formes. Au cours de son séjour, il s'est rendu au mémorial du martyr où il a rendu hommage à ceux tombés lors de la révolution algérienne avant de visiter le musée national du Moudjahid. João Lourenço a également visité la grande mosquée d'Alger, le pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah ainsi que la station de dessalement de Foucaud 2 illustrant les ambitions industrielles et technologiques de l'Algérie. Le président angolais s'est aussi déplacé à la base centrale logistique de la première région militaire. João Lourenço a également prononcé un discours devant les deux chambres du Parlement algérien réunies en session extraordinaire. Le président angolais y a salué les relations historiques entre Alger et Luanda, rappelant le soutien de l'Algérie à l'Angola durant sa lutte pour l'indépendance. Il a aussi plaidé pour un renforcement de la coopération africaine et pour un partenariat stratégique plus ambitieux entre les deux pays. Écoutez. La relation entre l'Angola et l'Algérie puise ses racines dans le passé. Et c'est grâce à l'échange d'expertise que la stratégie de l'Angola dans ses politiques fondamentales de développement des hydrocarbures a changé, ce secteur constituant le principal produit d'exportation de l'Angola. Avec l'aide de l'Algérie, nous avons créé la compagnie nationale Sonangol, qui s'est développée en partenariat avec Sonatrach, consolidant ainsi sa position et ce qu'on peut appeler son rôle d'entreprise leader dans le domaine des hydrocarbures sur le continent africain. Le passé commun que nous partageons avec vous constitue également un soutien qui nous pousse à utiliser tous les moyens à notre disposition afin de construire ensemble un avenir prospère fondé sur cet échange mutuel. Une visite qui ouvre la voie à un renforcement concret des relations entre l'Algérie et l'Angola dans les années à venir et confirme les ambitions d'Alger qui souhaite jouer un rôle central dans les équilibres africains. Le forum annuel Africa CEO Forum s'est ouvert ce jeudi dans la capitale rwandaise, Kigali. Le forum réunit plus de 2000 chefs d'entreprise et investisseurs issus de 75 pays différents, ainsi que certains dirigeants africains, dont les présidents rwandais, nigériens, gabonais et guinéens. À l'ordre du jour figurent les questions relatives au développement économique du continent, notamment le financement des infrastructures, l'intégration régionale et l'énergie.
Alors pourquoi l'Afrique est-elle toujours désavantagée ? Quand on regarde en arrière, on constate bien sûr que l'Afrique a manqué de ceci ou de cela. Mais au fond, comment l'expliquer alors qu'elle possède presque tout ? Si nous prenons le domaine des énergies vertes, ce continent abrite 60% du potentiel solaire. 60% de cela se trouve en Afrique. Ensuite, si vous regardez les minerais stratégiques dont j'ai parlé, la grande majorité d'entre eux, ceux qui servent à fabriquer des batteries et bien d'autres choses, se trouvent sur le continent africain. Les différentes puissances se battent pour ces ressources. Pourtant, l'Afrique, qui en est riche, reste silencieuse. Ou bien elle cède la majeure partie de ses richesses pour presque rien à ceux qui détiennent le pouvoir, mais qui n'ont pas les ressources nécessaires pour ce qu'ils veulent faire.